évidemment. Donc non, effectivement, avec Lionel, nous intervenons ensemble sur le même thème. Nous avons été sollicités sur des questions d'immigration, de migration plus généralement. Alors, est-ce que ça arrive? Je ne vois rien venir. Je ne vois rien venir. Alors, je ne sais pas ce qui se passe. Serein, oui, c'est connu. Très très loin. Bien, alors je commence. Non, en réalité, on n'a pas beaucoup de temps, donc vous allez être probablement aussi frustrés que précédemment. Nous avons une discussion sur l'immigration, la politique d'immigration et ses liens plus ou moins lointains avec les questions de vieillissement, car le lien est parfaitement indirect, en particulier parce que il y a tout de même un consensus chez les économistes, qui est que... Ah, c'est le bouton qui est à droite, merci, voilà. Alors, il y a quand même un consensus chez les économistes, c'est que les problématiques du vieillissement ne sont pas des problématiques qui peuvent être réglées par l'immigration, c'est tout à fait clair. Les problématiques de taux de remplacement non plus. Néanmoins, il existe des objectifs démographiques, des objectifs économiques pour une politique d'immigration efficace qui peut préparer, disons, à la fois le terrain à une meilleure efficacité, mais aussi à répondre à des besoins qui ne sont pas des besoins strictement économiques liés au marché du travail. Alors, c'est une question assez compliquée et nous allons la traiter de cette manière-là. Moi, je vais d'abord présenter un diagnostic précis, le plus précis possible, donner les chiffres, parce que sur la réalité de l'immigration en France, car ça ne l'a pas été pendant très longtemps, et ensuite, je laisserai la parole à Lionel qui interviendra sur les effets de cette immigration sur le marché du travail et sur les problèmes de finances publiques. Et je terminerai avec quelques éléments de proposition de politique efficace et équitable, mais d'abord efficace et équitable d'immigration, pour une réforme des politiques d'immigration. Et je vous dirai pourquoi le troisième point, c'est-à-dire les politiques, a un lien absolument intrinsèque avec le premier point sur le diagnostic. Alors, concernant le diagnostic, c'est très simple. La France se situe très loin des pays de l'OCDE en matière d'accueil, contrairement à tout ce qu'on a pu dire, et là, c'est tout à fait objectif. Si vous prenez les entrées d'immigrants en flux, on définit l'immigration comme étant les personnes présentes en France, nées à l'étranger ou ayant pris la nationalité des pays d'accueil. Et en termes de flux, eh bien, on a des flux qui sont relativement limités. On est à 0,23% de la population française contre à peu près 0,67% pour l'ensemble de la moyenne des pays de l'OCDE. On est donc loin des grands pays d'accueil aujourd'hui, qui sont la France l'a été mais ne l'est plus, tels que, y compris l'Italie, le Royaume-Uni, l'Espagne, le Canada, l'Irlande, la Norvège, ne parlons pas de la Suisse, dont la taille explique aussi ce taux extrêmement élevé. Donc la seule comparaison que nous pourrions avoir, c'est avec l'Allemagne. Et avec l'Allemagne, nous avons un flux d'immigration permanente en pourcentage de la population qui est pratiquement similaire, ça change, mais l'Allemagne a accueilli à peu près 3 millions d'Ausleader, des gens qui étaient dans les pays d'Europe centrale et orientale de l'époque. Et puis, en termes d'immigration temporaire, l'Allemagne fait 300 000 immigrants temporaires par an. Donc, si on rajoute l'immigration temporaire et qu'on ne prend pas seulement en compte l'immigration permanente, on a des flux beaucoup plus dynamiques. Donc, au fond, il y a une réalité d'abord, c'est que effectivement, en termes d'impact, d'accueil, la France se trouve en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. Alors ensuite, si on regarde les chiffres, il faut les donner pour avoir une bonne discussion. Alors ça, c'est assez connu, mais malheureusement, là aussi, pas suffisamment mis en relation avec l'inefficacité apparente de nos politiques d'immigration en France. Si vous regardez les chiffres, l'immigration de travail, c'est 11%, effectivement, ça reste vrai. L'immigration familiale, c'est à peu près la moitié.
Et c'est de l'immigration familiale strictement liée aux conventions internationales qu'on ne peut pas toucher parce que c'est des regroupements au sens extrêmement précis du terme. Ce sont les enfants et les époux, tandis qu'aux États-Unis, c'est un peu plus, ça prend en considération par exemple les parents. Et si vous regardez le reste, eh bien ça représente pas grand-chose. Et il y a là-dedans 30% d'immigration en libre circulation qui sont inclus dans les 180 000 immigrants qui rentrent en France. Donc c'est sur ces 30%, c'est de la libre circulation européenne, intra-européenne. Donc il faudrait les enlever. Et si vous enlevez ça, vous voyez qu'au fond, l'immigration, elle se résout à pas grand-chose en termes de flux. Et ça explique bien aussi les problèmes de la qualité de l'immigration que nous avons, dont je parlerai dans un instant. Donc des flux extrêmement faibles, des flux qui placent la France parmi les pays les plus, juste après le Japon, en termes d'accueil des immigrés. Alors en termes de stock cette fois-ci, excusez-moi d'utiliser le terme stock, je sais que quand les gens, les démographes détestent qu'on parle de stock pour les immigrés, mais enfin en termes de population résidente, la question aussi, en prenant la définition la plus large, eh bien on a à peu près 8% de la population française qui effectivement place encore la France en position relativement derrière la moyenne de l'OCDE. Donc la France a été un pays d'accueil, elle l'est pas aujourd'hui, en dépit des problèmes qu'on peut avoir ici ou là, qu'il ne faut pas confondre avec la question des flux d'immigration ni des stocks. Et j'y reviendrai dans un instant. Ensuite, quelque chose d'intéressant, c'est de considérer un point que l'OCDE a mis en exergue et sur lequel l'OCDE a pas mal communiqué aussi sur cette question, mais de manière implicite. En fait, si on veut aussi apprécier la dynamique de l'immigration et des flux d'immigration, il faut rapporter, il faut diviser un peu les choses par cohorte et regarder ce qui se passe au niveau des cohortes de jeunes. Donc ici, je prends les 20 à 29 ans et si je prends les 20 à 24 ans sur la période, disons, 1997-2007, si je prends ici juste sur les différentes années que vous avez, on a en fait la part de l'immigration des jeunes est inférieure de moitié à la moyenne des pays de l'OCDE pour une cohorte donnée. C'est-à-dire pour une classe d'âge donné, si vous prenez la classe des 20-24 ans, la part des immigrés permanents dans la cohorte des 20-24 ans est à peu près de 20% en France, c'est-à-dire à peu près 2 fois moins que la moyenne des pays de l'OCDE. Donc on accueille relativement moins de jeunes que ne le font les autres pays de l'OCDE pour une coordonnée, ce qui est tout à fait intéressant à regarder également, eu égard à nos problèmes d'objectifs démographiques, d'objectifs liés au vieillissement. Alors, je laisse la parole à Lionel pour ce qui concerne les effets, oui, parce qu'on n'avait pas beaucoup de temps. Si, je voudrais quand même dire un mot sur ce diagnostic avant de te laisser la parole sur les effets et d'aborder les politiques. Ce diagnostic explique une bonne partie des problèmes que l'on discute et de manière assez mal finalement depuis des années. Parce que le problème a été posé en termes de beaucoup ou pas assez, fermeture ou ouverture, en dépit des efforts qui avaient été faits il y a quelques années pour déconnecter ce problème de la fermeture, de la réalité, des besoins, etc. On a quelque chose qui n'a pas été tout à fait traité en France. Quand on regarde les régimes d'immigration, je conclurai là-dessus cette première partie, on voit que les régimes d'immigration, c'est-à-dire finalement comment on peut définir un régime d'immigration, ce sont l'ensemble des caractéristiques liées aux structures économiques du marché du travail, de spécialisation internationale et à l'ensemble des politiques structurelles en matière d'immigration mises en œuvre. L'articulation de ces différents éléments conduit à définir ce que l'on appelle un régime d'immigration. Et quand on compare les régimes d'immigration, on a un régime d'immigration en Europe qui est impossible à devenir commun, dans la mesure où on a 3 types de régimes. Un régime nordique qui est un peu plus, biaisé en faveur du travail qualifié, en faveur, même s'il recrute aussi en termes de relativement non qualifiés dans les services et de la construction, mais globalement, ce sont des pays qui recrutent davantage des qualifiés, qui sont plus ouverts et qui gagnent davantage dans l'attractivité des compétences. Et puis on a un régime sud-européen, espagnol, italien, qui était un régime d'immigration de masse, régulé au coup par coup, mais une immigration de masse qui a accompagné la croissance jusqu'à la crise actuelle. Et puis on a un régime hybride, qui est le régime français, qui, compte tenu de la spécialisation française qui se trouve qui se trouve concentré sur différents éléments de spécialisation, sur l'ultra haute technologie d'un côté pour un segment relativement faible des emplois,
Et puis surtout sur les services, 75% des emplois sont dans les services. Donc les besoins de l'économie française se font sentir à toutes les échelles des qualifications, ce qui rend relativement inefficace une politique sélective d'immigration à des fins d'emploi qui viserait, par exemple, simplement les qualifiés et pas les non qualifiés. Donc quand on regarde ensuite en termes de besoins liés au vieillissement et de biens qui sont issus du vieillissement démographique, en particulier des services, on voit que la demande de services, en particulier aux personnes intensives en travail relativement peu ou moyennement qualifiées, est une demande relativement élevée dans le cas de la France comme régime hybride par rapport aux autres pays. Donc une politique d'immigration ne peut pas se caractériser dans l'absolu, mais eu égard d'abord en comparaison internationale, c'est ce que nous essayons de faire, et ensuite eu égard aux besoins de l'économie. Donc je laisse justement Lionel sur les effets de cette immigration. Alors, concernant les effets de l'immigration du point de vue économique, les impacts, je vais partir quand même du fait que ce que tu as évoqué, mais de manière plus ou moins implicite, du besoin de migration dans l'Union européenne d'ici l'horizon 2050 suite au vieillissement démographique. Donc je ne vais pas redonner les chiffres, mais gardons en mémoire quand même que la population d'âge de travailler en Allemagne, si on reste sur les paramètres démographiques actuels, va diminuer de 30% à l'horizon 2050. Et donc c'est pas un hasard si en Allemagne les 9 sages, l'équivalent du CAE en France, ont lancé un vibrant appel à une immigration beaucoup plus importante en Allemagne pour essayer de contrecarrer ce phénomène. Alors, fort bien, mais si vous avez lu l'article qu'on a encore vu hier dans Le Monde de la commissaire européenne en charge de ces affaires de migration, Cecilia Malmström, elle l'a rappelé, elle a dit d'ailleurs l'immigration sera une chance, il ne faut pas le voir comme un danger mais une chance pour l'Europe. Et le journaliste lui dit oui mais attendez, ce discours-là, il passe absolument pas, pas seulement auprès des opinions publiques, mais il passe pas non plus auprès des décideurs publics aujourd'hui. Alors elle répond qu'effectivement, mais c'est son rôle de rappeler cela, et elle conclut en disant mais ce que je suis en train de vous dire, les milieux académiques considèrent d'ailleurs que ce que je dis est parfaitement banal. Donc je vais effectivement vous dire ce que les économistes disent de l'impact économique des migrations sur les économies d'accueil, en particulier la France. Je donnerai quelques chiffres pour la France. Donc je m'en excuse auprès des économistes parce que c'est assez banal. Il y a un relatif consensus. Malheureusement, c'est complètement orthogonal par rapport à ce qui se dit dans le débat public. Alors, si on reprend le débat public, ça serait une bonne introduction au problème. Finalement, je vais reprendre l'intervention précédente avec l'histoire du gâteau. Vous avez vu que, même si Jean-Olivier n'aime pas beaucoup, et moi non plus, cette image du gâteau, c'est que dans l'opinion publique, enfin dans le débat public, quand on parle d'immigration et de l'impact sur l'économie, c'est une vision malthusienne. Donc on raisonne avec un gâteau qui est donné, qu'il faut se partager. Et vous amuserez à regarder un petit peu les interventions lors de cette campagne présidentielle passée. Systématiquement, dans la bouche d'un certain nombre d'hommes politiques, l'argument, c'est un argument de bon sens. C'est le bon sens qui est évoqué avec cette image malthusienne. Il y a un gâteau donné qui ne peut pas évoluer. Et si vous invitez de nouveaux convives, eh ben, il n'y en a pas assez pour tout le monde. Il y en a qui vont perdre dans la part qui va leur être donnée. Et donc, c'est cette vision-là qui a fait que la politique migratoire, au début 2011, a changé. L'ancien gouvernement souhaitait la changer et avait donné des directives en ce sens-là. Et donc Claude Guéant, avril 2011, avait simplement dit que c'était une légende d'ailleurs, que nous ayons besoin de talent et de compétences. Ce que Baroin, en tant que ministre de l'économie, avait dit, mais c'est un constat de bon sens, je les cite, la France est le pays d'Europe qui a l'une des démographies les plus dynamiques. Donc, et le paroxysme de cette vision malthusienne, d'ailleurs, qui ne se porte pas que sur l'immigration, mais qu'on va retrouver aussi, ça a été Frédéric Lefebvre, indiquant que ce qui faisait la différence entre le chômage en France et l'Allemagne, c'était la vigueur de la natalité en France. C'est parce qu'on fait trop d'enfants qu'il y a plus de chômage en France qu'en Allemagne. Bon, cette vision malthusienne, elle revient systématiquement dès lors qu'on arrive en période de crise. Elle a tendance à disparaître. D'ailleurs, cette vision malthusienne, elle est partagée par la plupart des décideurs publics. Le candidat Hollande, pendant la campagne au mois de mars, avait dit l'immigration économique, dans un contexte de croissance ralentie, doit être limitée. Donc il y a un relatif consensus dans les décideurs publics et dans l'opinion publique, qui est un consensus basé sur une vision malthusienne, et les économistes, à travers leurs études, n'aboutissent pas du tout à ces résultats. Alors, gardons cette idée, c'est-à-dire le banquet du marché du travail, en quelque sorte. Et en réalité, il faut faire attention parce que dans ce banquet du marché du travail,
suivant comment fonctionne ce marché du travail, il va y avoir deux effets. Imaginons que ce gâteau soit donné. Si vous invitez de nouveaux convives, comme aux États-Unis, et que votre marché du travail est relativement flexible, ben c'est la part de chacun qui va diminuer. Tout le monde sera autorisé à venir s'asseoir autour de la table. Et donc, c'est les salaires qui vont diminuer. Donc, la grande inquiétude aux États-Unis, les principaux travaux ont porté sur l'impact des flux migratoires qui avaient changé en termes de qualification sur les salaires, et en particulier des peu qualifiés, et qui auraient pu expliquer la montée des inégalités salariales aux États-Unis. Si à l'inverse, vous raisonnez en Europe, où le marché du travail est plutôt caractérisé par des rigidités, et donc on ne peut pas diminuer les parts, comment ça passera? C'est pas justement sur les quantités. C'est-à-dire, il y a des convives qui resteront à côté de la table et qui regarderont manger les autres la même part qu'avant, et donc c'est le chômage. Donc en Europe, la crainte d'une immigration, ça ne porte pas tellement sur les salaires, mais c'est lié au fonctionnement du marché du travail, ça porte plutôt sur le chômage. Et donc, et on le retrouvait, je vous rappelle, en 81, je remonte une très lointaine élection présidentielle, un des slogans, c'était 2,5 millions de chômeurs, c'est 2,5 millions d'immigrés en trop. Donc, c'est exactement la relation, ces immigrés créent le chômage. Alors, le problème supplémentaire, donc si on garde cette idée-là, qui est le bon sens qui est évoqué en permanence dans le débat public, le problème supplémentaire, c'est qu'effectivement, la plupart des immigrés qui viennent en France ou en Europe sont relativement moins qualifiés que les natifs. Donc ils sont un peu plus pauvres, ils sont un peu plus pauvres. Donc, et ça, c'est Michel Rocard. Vous avez vu, je fais attention à citer à droite et à gauche sur un sujet comme l'immigration. C'est Michel Rocard qui, en 90, avait dit « La France ne peut pas accueillir toute la misère du monde », et qu'on rappelle assez souvent. Non seulement il n'y aura pas de place pour eux autour du banquet, et en plus, comme nous, on est généreux avec notre système de protection sociale, ils vont coûter cher aux finances publiques. Et donc, avec ces trois éléments, vous voyez ce qui passe dans l'opinion publique et ce qui est relayé par cette vision malthusienne, c'est que finalement, il y a trois effets. C'est que les immigrés tirent les salaires des natifs vers le bas. Ils prennent l'emploi des natifs. Alors, ça dépend comment le marché du travail s'ajuste. Et le troisième point, c'est qu'en plus, c'est un fardeau pour les finances publiques. Grosso modo, c'est un peu ça qu'on entend dans le débat public. Alors, il y a quelques voix discordantes dans le débat public. Les académiques ne participent pas assez au débat public. Donc les voix discordantes, je vais faire attention aussi, là, je vais prendre Alain Minc et Jacques Attali. Donc Alain Minc avait réagi en début 2011 pour critiquer ce changement de politique migratoire en disant que toutes les études économiques avaient montré que cette vision malthusienne était fallacieuse. Jacques Attali, pareil, à la même époque, avait dit que toutes les analyses économiques démontrent une évidence, l'immigration rapporte plus qu'elle ne coûte. Bien. Mais c'était des voix qui restaient assez isolées dans le débat, etc. Alors, ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Le problème, c'est que ça fait un peu argument d'autorité. Les études économiques disent pas, c'est pas ça, c'est pas ça. Donc, c'est un peu une espèce d'argument d'autorité face à du bon sens qui est basé sur des idées préconçues assez malthusiennes que tout le monde comprend. Et donc, c'est très difficile pour nous de faire passer ces idées. Alors, je vais vous dire grosso modo, quels sont ces résultats? Il me reste 2-3 minutes, mais ça ira. Donc, reprenons le marché du travail, reprenons les finances publiques. Sur le marché du travail, je ne vais pas distinguer salaire-emploi, parce que c'est à peu près les mêmes mécanismes. Tout dépend un peu des rigidités sur votre marché du travail. Ça passera plutôt par les salaires ou par l'emploi. Comment les économistes ont essayé de regarder? Alors, il y a toute la théorie. Je ne vais pas faire de la théorie. Donc, il y a toute la théorie économique. Je vais regarder plutôt les études empiriques qui ont essayé de mesurer l'impact que pouvaient avoir les flux migratoires sur les conditions des natifs sur le marché du travail. Alors il y a trois types d'approches qui sont utilisées par les économistes. Il y a l'approche qu'on appelle des corrélations spatiales, qui est une approche économétrique, où on va estimer l'impact sur le salaire des natifs, sur le taux de chômage des natifs, de la présence d'immigrés sur des marchés du travail locaux. Donc on va regarder le marché du travail dans le bassin de l'Île-de-France, etc., etc. Donc sur des aspects locaux. Alors que montrent ces études? Qu'il y a bien un petit effet négatif, mais qu'il est très modéré, qu'il est relativement faible. Je ne vais pas vous donner, alors ça se calcule en termes d'élasticité, je ne vais pas donner ces élasticités. Je me suis amusé à faire juste un petit calcul pour avoir les ordres de grandeur de ces élasticités. Si on prend l'élasticité moyenne, alors attention, ce n'est pas pour la France. C'est pour l'ensemble des pays.
Et la plupart des études portent quand même sur les États-Unis ou le Canada, ou l'Australie, qui sont des pays où les marchés du travail sont plus flexibles. Donc ça réagit plus, le salaire réagit un petit peu plus qu'en France. Donc si je prends la moyenne des élasticités, eh bien, imaginez l'arrivée de 64 000 travailleurs immigrés dans la seule région Île-de-France. C'est 1% de la population immigrée dans la région Île-de-France. Ça aurait pour effet de réduire le salaire moyen dans cette région d'environ 17 €. Voilà l'impact qu'aurait. Alors 64 000 immigrés qui rentreraient sur la région Île-de-France, on est un tout petit peu en dessous des 80 000 flux nets. Hein, on n'est pas loin de l'ensemble du flux net migratoire qui rentre sur la France. Donc c'est un choc énorme. Hein. Et si on reprend la valeur du haut de la fourchette d'estimation réalisée sur la France spécifiquement, donc l'estimation qui avait été faite que sur la France par Gang et Rivera-Baptiste dans une étude récente, cette réduction serait seulement de 3 €. Logique, puisque là, le marché du travail français, il réagit plus sur les quantités que sur les salaires. Bon, donc c'est assez limité. Alors, il y a des nombreuses limites à cette approche. Une qui est assez simple. Je reprends mon petit banquet. C'est oui, mais attention, si le gâteau il est donné, qu'il y a de nouveaux convives, il y a certains convives qui vont peut-être aller à un autre banquet. Et effectivement, aux États-Unis, la mobilité géographique est beaucoup plus importante. Et donc, les Américains natifs, s'ils voient la situation de travail se dégrader dans leur ville, ça ne les dérangera pas trop d'aller travailler ailleurs, d'aller dans un autre banquet. Et donc, finalement, alors ça c'est pas celui-là. Le biais de l'ingéniosité, c'est de dire, c'est que les immigrés vont aller se localiser où le banquet est le meilleur. Les immigrés vont aller se localiser où le banquet est le meilleur. Donc, c'est normal, ça a un peu d'effet parce qu'il y a une part du gâteau très, très importante. Donc c'est la deuxième approche. La deuxième approche, on va essayer d'éliminer ce biais d'endogénéité, c'est l'approche des expériences naturelles. Et on va regarder des expériences où il y a eu des flux migratoires très importants, où les choix de localisation ont été forcés, en quelque sorte. Hein. Ils ont été exogènes, ils n'avaient pas eu le choix. Donc j'en cite que 3, hein. Il y en a 4 ou 5 depuis qui ont été faites. Ça a été les immigrés cubains à Miami en 1980, après que Fidel Castro ait ouvert de manière très temporaire le port de Mariel. C'est quand même 125 000 immigrés qui arrivent à Miami en quelques mois. Vous avez le retour des Pieds Noirs d'Algérie en 62 en France, 900 000 personnes, qui sont essentiellement localisées sur le sud de la France. Et la migration vers Israël des Juifs du RSS au début des années 90, en 2 ans, ce sont 610 000 personnes qui arrivent dans l'économie israélienne. Alors toutes ces études, où là on ne peut pas dire qu'ils ont choisi, hein, où ils voulaient aller, toutes ces études m'ont montré à nouveau que l'impact sur les salaires et l'emploi des natifs de ces régions-là a été important au tout début, mais très très vite l'impact est devenu quasi nul. Troisième approche. Là j'ai peur, parce que je crois que Mouv, tu reprends la parole encore ? Oui, donc là, il faut vraiment conclure. Juste en une minute. Troisième approche, c'est celle-là. Si je veux contrôler par rapport au fait qu'il y en a qui vont changer de banquet, c'est l'approche de Borjas, hein, proportion de facteurs. Au début, il montre que c'est assez important. Tout dépend de la substitution entre les salariés. Alors, pour conclure, sur les finances publiques, donc peu d'effets sur le marché du travail. Hein. Les économistes, il y a un consensus, ça n'a pratiquement pas d'effet sur le marché du travail. Sur les finances publiques, l'image de Rocard, c'est qu'effectivement les immigrés sont plutôt moins bien qualifiés, donc ils vont faire plus appel à la protection sociale. Et donc la première chose qu'on essaie de mesurer, c'est ce qu'on appelle le welfare magnet effect. Est-ce qu'on attire finalement les plus pauvres des immigrés ? Alors on montre, c'est des travaux qui ont été faits par des économistes de Lille, qu'il y a une surreprésentation des immigrés, même en contrôlant par l'âge, par le niveau d'éducation, les enfants, sur les allocations chômage et RMI, RSA. Je ne vais pas évoquer ça plus en détail. Donc ça irait dans le sens du bon sens, quoi. Et attention, mais les immigrés qui viennent, ils vont faire plus appel à la générosité nationale que les natifs. Alors, juste 2 chiffres et j'ai fini. Attention, c'est là où l'analyse économique se distingue du bon sens. C'est pas parce qu'ils vont bénéficier un peu plus de la générosité de la protection sociale que ça veut forcément dire qu'ils vont peser plus, parce qu'ils cotisent également. Donc ce qu'il faut regarder, c'est leur contribution nette, hein, ce qu'ils apportent par rapport à ce qu'ils reçoivent. Alors si on regarde, j'avais des graphiques mais j'ai pas le temps, donc sur la photographie, on a fait sur 2005. En 2005, on voit que grosso modo le bilan il est positif. Par rapport aux finances publiques, il y a un gain net d'environ 4 milliards d'euros. Bon, 4 milliards d'euros, c'est pas grand-chose. On aurait très bien peut-être pu, en 2006 ou 2007, trouver moins 2 milliards d'euros. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que ça a
peu d'effet aussi sur les finances publiques. C'est légèrement positif, ça aurait pu être négatif. Pourquoi ? Très simple, et ça va rejoindre ce que Mou va nous dire juste après, Oui, faut c'est conclure. que certes, les immigrés ont une contribution nette plus faible que les natifs, mais les immigrés sont concentrés sur des tranches d'âge de population active. 55% de la population immigrée en France a entre 25 et 55 ans, ceux qui ont une contribution nette positive, contre 40% pour les natifs. D'accord ? Donc ils sont concentrés sur les périodes d'âge où on a une contribution positive. Ah ben voilà. Ouais, c'était le graphique, merci Mou, qui était là. Et ce résultat-là, on le retrouve en dynamique. Non, là vraiment, on est parce que s'il y a encore on le retrouve en dynamique. et puis après Manon, donc il y a un peu de discussion. Lionel vient de montrer magistralement qu'il n'y a pas d'effet d'immigration sur le marché du travail et sur les finances publiques, grosso modo. Il y en a énormément sur d'autres aspects. Par exemple, sur le commerce international, les élasticités dont tu as parlé sont beaucoup, beaucoup plus grandes. Je vais venir dans un instant. En fait, juste 2 éléments. Il y a 2 artefacts sur l'immigration qui rendent la discussion difficile et qui expliquent la divergence entre les discours des économistes que nous sommes, quand nous disons, eh bien, l'immigration n'a pas beaucoup d'impact, etc., et la réalité, et pourquoi ça fait tant finalement, le jackpot des élections, etc. C'est parce que précisément, on n'a pas des études qui décompose les choses. C'est un peu comme pour les délocalisations. On continue à dire qu'au niveau global, les délocalisations ont peu d'impact sur l'emploi, ce sont les gains de productivité, le progrès technique, la demande de services. Mais pour autant, localement, ce qui se passe au niveau local est très très important. Donc, en fait, le hiatus sur les politiques d'immigration, c'est qu'en dépit de la faiblesse des flux dont je viens de parler, il n'est pas vrai que c'est parce que nous avons trop de flux d'immigration que la politique d'intégration est ratée. C'est parce qu'il existe d'autres pans de la politique économique, en particulier la politique d'aménagement du territoire, en particulier la politique d'éducation, qui ont échoué dans leur efficacité, qui font que certaines zones, certaines poches concentrent en effet une triple inégalité, inégalité sociale, inégalité ethnique et inégalité territoriale. Ce qui est nouveau dans l'histoire de la France par rapport à la grande vague d'immigration fordiste des années 60-70, où on allait chercher des migrants non qualifiés et pour lesquels on espérait qu'ils repartent assez rapidement. Donc ce phénomène fait que vous pouvez avoir un taux d'intégration de 80% de l'immigration qui ne se voit pas parce que le coût local de ces poches coûteuses dans Seine-Saint-Denis, Vénissieux, etc., est un coût très élevé, mais qui ne relève pas de la politique d'immigration, qui relève d'autre chose. Et c'est là où se trouve le premier artefact. Le deuxième artefact, il est lié sur la relation stock-flux. Si on raisonne en termes de stock, et on prend l'immigration depuis 1960, depuis la période fordiste d'importation de l'immigration, où les coûts de mobilité des migrants étaient internalisé par les entreprises des pays d'accueil. Vous avez vu ce film de Yamina Benguigui qui s'appelle Mémoire d'immigrés. On voit bien ça. On va les chercher parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Et donc, on va les amener ici et on prend en compte leurs coûts de mobilité. Depuis les années 80, les coûts de mobilité sont subis par les migrants eux-mêmes. De sorte que il existe de très très forts effets de sélection dans les nouvelles vagues d'immigration. Et quand vous prenez encore les cohortes, si globalement le stock d'immigration en France est moins qualifié, beaucoup moins qualifié que la moyenne nationale, si vous prenez par cohorte, vous avez quelque chose d'absolument remarquable, c'est que globalement, les cohortes récentes des 20-24 ans ou des 20-30 ans sont relativement plus qualifiées que la moyenne des autochtones. Donc vous avez des effets d'artefacts à double niveau, au niveau spatial et au niveau temporel, qui font que les choses sont difficiles. Alors à partir de là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, je vous invite ça n'est pas une provocation de ma part, à inverser la logique. C'est parce que nous n'avons pas suffisamment de flux d'immigration que nous avons une mauvaise politique d'immigration. Voilà mon point de vue. Pourquoi ? Parce que quand vous regardez les choses, vous regardez les choses de près, vous avez quelque chose d'absolument important, c'est que la politique familiale d'immigration est la seule politique que nous ayons. Elle dépend totalement des effets de réseau, d'où une très faible diversification de nos immigrants. Effectivement, on a une très faible, comparé à d'autres pays, la diversification est faible, et par rapport au Royaume-Uni, j'ai pas le temps de décomposer, par rapport à d'autres pays. Or, on sait que la diversification et la productivité sont positivement corrélées. On sait aussi, ça se trouve les travaux restants, que également l'innovation est corrélée avec la diversité. Donc il faudrait effectivement penser à augmenter la diversité. Mais pour augmenter la diversité, il faut augmenter les flux.
Et donc il faut avoir une politique plus active. Si on considère les 84 000 comme incompressibles, ceux du regroupement familial, ça veut dire que les marges de manœuvre que nous avons vis-à-vis des autres pays de l'OCDE, c'est sur une diversification plus grande, en direction peut-être des talents, en direction des jeunes en particulier, car l'optique que nous traitons ici, c'est de considérer l'entrée par les jeunes. Si on regarde par exemple cette absence de diversification, ça a des effets importants parce que là, je vous citais des études récentes, par exemple sur les liens entre les investissements directs et l'immigration. Là, les élasticités sont de 10% contre seulement 1% pour le marché du travail et les salaires. Si vous prenez les transferts de technologie, de savoir, les diasporas jouent un rôle considérable. Mais on essaye peut-être juste d'être sur les grandes idées et pas... J'ai bien. Et en fait... Bon, grande idée, ok, donc je vais vers les grandes idées. Et donc, au fond, nous préconisons d'augmenter les flux pour attirer notamment les jeunes et diversifier les origines. Et pour ça, il faut effectivement avoir une politique qui soit une politique plus efficace. Alors, quelle est cette politique plus efficace? Je passe sur les résultats économiques là-dessus, parce qu'il y a énormément de travaux également pour savoir qu'est-ce que c'est qu'une efficacité de la politique. Grosso modo, il faut tirer parti du potentiel démographique, il faut tirer parti du potentiel de compétences et de savoir, ça n'est pas incompatible avec le fait qu'on n'ait pas besoin de sélectionner l'immigration. Si on ouvre sur les jeunes, on a forcément cet effet d'autosélection de la venue de qualifiés, et puis tirer parti de l'insertion dans l'économie mondialisée avec les marchés émergents et exiger plus de lisibilité, de transparence et de prédictibilité des politiques, parce qu'effectivement, on a affaire à des politiques qui ne sont pas simplement pas équitables, elles ne sont pas efficaces tout simplement, parce qu'elles remettent les gens dans la clandestinité très rapidement quand elles les ont régularisés de manière imparfaite. Les statuts précaires d'immigration limitent la prise d'initiative, l'investissement, la productivité. Ça n'est pas pour rien que les États-Unis ou le Canada ont pris des mesures de statut de résident permanent à vie, évidemment sous conditions. Donc avoir une politique absolument de clarification des statuts, en finir avec l'ensemble de la multiplication des statuts précaires est un élément qui conduit à plus d'efficacité des politiques migratoires. Faisons quatre types de propositions. Là, je suis vraiment confuse, mais parce qu'il y a encore Manon à... Je fais vraiment très rapidement, mais voilà. Il me semble important parce que il ne faut pas seulement aller au diagnostic. Je pense que quand on fait l'état des lieux de la politique au niveau mondial, on se rend compte du retard dans lequel nous sommes. Et encore une fois, le problème n'est pas d'être pro ou pour. C'est pas mon point de vue, moi. Désinstrumentaliser les migrations. Il y a la note. Non, mais il y a la note. Donc c'est ce que fait le Royaume-Uni et créer un organisme indépendant. Intégrant les partenaires sociaux, qui donnent les chiffres chaque année de manière incontestable et qui soit aussi un organisme de recours. Promouvoir la mobilité, c'est un élément clé qu'on trouve dans toutes les autres politiques. Portabilité des droits, possibilité pour les gens d'aller et revenir, ça me paraît beaucoup plus important là aussi. Ça nous paraît, en particulier dans les résultats des travaux sur données individuelles qui ont été menés, pour l'efficacité des politiques publiques. Et enfin, changer les bases du partenariat avec le Sud. Tout le monde sait que les accords de réadmission ne sont pas du tout efficaces et il y a une place pour créer un espace des compétences et de libre circulation euro-méditerranéenne, en particulier à l'aune du printemps arabe. Merci. Merci, Mo. Désolé, mais la non, frustration mais est de l'autre côté. Ça enlève un peu de temps de la discussion forcément après. Donc c'est dommage aussi. Donc, ça marche là? Manon Dominguez dos Santos. Donc, bon, comme vous le voyez, en fait, on a une présentation ici extrêmement fournie et transversale sur la problématique migratoire, hein, puisqu'on a un panorama des flux, des conséquences économiques des migrations, puis ensuite des recommandations politiques fondées économiquement ou fondées sur des convictions. Donc, bon, moi, ce que je vais... Oh, bien sûr, non, mais bien entendu. Ce que je vais essayer de faire par rapport à ce travail, cette présentation très transversale, c'est de reprendre un petit peu donc je sais, tu étais de reprendre un peu le titre, hein, de la contribution, qui était effectivement la problématique du vieillissement démographique, et des migrations internationales. Alors, pourquoi se poser la question des interconnexions entre ces deux sujets? Alors, j'essaye de réfléchir un petit peu par rapport à ça. Alors, on peut se dire pourquoi lier ces deux thématiques? Parce qu'on pourrait avoir une idée qui est que le vieillissement démographique induirait des besoins en main-d'œuvre
Et si tel est le cas, alors à ce moment-là, il est pertinent de se demander est-ce qu'une politique migratoire permettrait ou non de pallier ces besoins en main-d'œuvre. Alors, quels sont les besoins en main-d'œuvre que pourrait générer le vieillissement démographique, c'est à force de parler de politique migratoire, c'est un lapsus révélateur. Alors, la première idée, c'est que le vieillissement démographique induirait des pénuries en main-d'œuvre. Alors, pénurie en main-d'œuvre, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, l'idée dont a parlé un petit peu Lionel sur l'immigration, mais qui s'applique aussi au vieillissement démographique, c'est l'idée malthusienne. Aujourd'hui, j'ai 100 emplois de l'économie, j'ai 200 actifs, j'ai un taux de chômage de 50. Si demain, j'ai plus que 50 actifs, j'ai plus de chômage, s'il n'y en a plus que 25, j'ai une pénurie de main-d'œuvre de 50%. Donc, c'est cette idée. Alors, on sait bien entendu qu'une économie, il n'y a pas d'effet d'échelle. Une économie a tendance à créer des emplois en proportion des gens qui vivent et qui y consomment. Donc, il n'y a pas de raison de penser que le vieillissement aura une conséquence drastique et négative sur le taux de chômage et donc engendrera une pénurie globale de main-d'œuvre. Alors, ceci étant, ce n'est pas pour ça qu'il n'y a aucun effet non plus. Il ne faut pas non plus. On peut regarder notamment dans les enseignements de l'économie du travail qui vont montrer que quand même la baisse de la fécondité, comme les jeunes arrivent sur le marché du travail et commencent par rechercher un emploi, peut avoir une incidence à baisser quand même le taux de chômage. L'allongement de l'espérance de vie incite les entreprises à créer davantage d'emplois, mais également les réformes du régime de retraite peuvent aussi influencer la demande globale de main-d'œuvre. Si par exemple je taxe plus, ça augmente le coût du travail, ça baisse la demande de travail. Si en revanche je déplace l'âge de la retraite, ça incite les entreprises à augmenter leur création d'emplois. Donc peut-être un impact significatif sans être très fort sur le taux de chômage. En revanche, ce qu'on peut penser, c'est que le vieillissement démographique peut engendrer quand même des besoins sectoriels et spécifiques en main-d'œuvre. Alors évidemment, notamment dans le secteur de la santé et dans le secteur de la dépendance. Alors c'est là où évidemment la question est de se dire bon, on aurait des besoins. Pourquoi est-ce que la population autochtone ne pourrait pas pallier ces besoins? Pour deux raisons. On l'a vu par le passé. Il n'y a aucune raison que pour l'instant ça change dans l'avenir. Première raison, c'est que ces besoins, certains types d'emplois peuvent être créés dans des endroits peu rémunérateurs, par exemple le service à domicile, et que donc les autochtones qui bénéficient d'un certain contexte, d'une certaine éducation, peuvent ne pas vouloir tout simplement, entre guillemets, occuper ces emplois. Donc là, on est dans les problématiques de trappe à chômage. Deuxièmement, pourquoi? Parce que, on a des emplois qui nécessitent une qualification, et puis le régime éducatif, le système éducatif n'a pas suivi. Et donc là, c'est par exemple ce qui a motivé, notamment en 1980, la levée de la clause d'opposabilité de la situation de l'emploi en France par rapport aux informaticiens. D'accord? Donc, c'est pas quelque chose... La question, évidemment, nous, on se dit maintenant, c'est plus d'actualité. Comme l'a rappelé Lionel, la semaine dernière, ça l'était en Allemagne. Pourquoi? Parce qu'on sait que le marché du travail allemand a résisté à la crise. Donc, évidemment, nous, avec tout notre chômage, on se dit, on n'est pas en pénurie de main-d'œuvre. Et ça l'était aussi il y a 6 ans, avec de nombreux rapports qui ont été sur ce sujet. Donc, c'est pas à écarter. Il y a vraiment cette question de pénurie de main-d'œuvre et de la possibilité de migration palliée à ces besoins. Deuxième, évidemment, question liée au vieillissement, évidemment, qui a été traité notamment dans les travaux de Xavier qui est ici et de Xavier et de Lionel, et qui est développé dans la note, la problématique du lien entre vieillissement et financement des retraites. Alors évidemment, le vieillissement, on a une augmentation du ratio de dépendance. Dans quelle mesure finalement, voilà, merci. Eh bien, on ne pourrait pas tout simplement remplacer les jeunes qui nous manquent par des immigrés. D'accord ? Et donc, si tel est le cas, se pose la question, qui prendre? Quel immigré faire venir pour remplacer nos jeunes? Combien en faire venir? Et comment les faire venir? Alors, pour répondre à cette question, évidemment, il faut commencer par mesurer la contribution fiscale des immigrés. Alors, moi, je suis partie de la note et des documents qui m'ont été envoyés, donc ça a été très peu développé ici, alors que c'était quand même un petit peu la question de l'objet, donc c'est pour ça que moi je vais détailler quelque chose qui n'a pas forcément été à l'oral, excusez-moi. Alors, la contribution des immigrés, alors dans quelle mesure les immigrés contribuent-ils aux finances publiques? Ici, on a très clairement deux effets qui sont opposés. Premier effet, qui est un effet structurel, qui est que, à caractéristiques données, c'est-à-dire à âge, genre, niveau d'éducation mesuré donné, eh bien, les immigrés ont une plus faible contribution nette que les natifs. D'accord?
Donc ça, cet effet, évidemment, plutôt négatif pour la contribution fiscale des immigrés. Alors, autre effet qui joue en sens contraire, c'est que les immigrés sont plus jeunes. D'accord ? Et donc, du coup, ils pèsent moins, notamment sur les régimes de santé et de retraite. D'accord ? Alors, juste, puisqu'on va vieillir et qu'on va avoir beaucoup de temps à nous, je voudrais quand même dire que, là encore, sur la question migratoire, même si cette note, etc., les propos sont assez synthétiques et incisifs, il faut quand même prendre le temps de dire les choses et de les expliquer parce que des fois, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Donc quand j'ai pris votre ouvrage et quand je prends la note qui m'a été envoyée par Lionel, et, notamment, et vraiment qui est un éminent chercheur et un ami, donc je trouve cette phrase... Voilà. À caractéristiques observables données, les immigrés non européens observent un risque significativement plus élevé de devoir recourir à ces dispositifs de protection sociale, 1,7 fois plus en moyenne pour les allocations chômage, 3,6 fois pour le RMI. Point. Alors, moi, je me dis, évidemment, si tu m'envoies cette note-là à moi, peut-être aux gens qui sont là, mais peut-être déjà un livre, c'est un petit peu... Ça, je me dis, pourvu que tout le monde ne lise pas ça. D'accord ? Parce que là, ça laisse penser que finalement, les immigrés ont une propension intrinsèque, voilà. Alors, moi, je pense qu'il faut quand même, voilà, on va avoir le temps, puisqu'on va vivre vieux, d'expliquer quand même, de prendre le temps, quand on dit ce genre de chambre, d'expliquer pourquoi. Alors, évidemment, notamment, on raisonne à caractéristiques données, c'est pas vrai. Quand on prend les non qualifiés, être non qualifiés autochtones ou non qualifiés immigrés, c'est pas pareil. On sait par exemple que 30% par exemple des immigrés non qualifiés ne sont jamais allés à l'école, d'accord ? Donc c'est pas les mêmes caractéristiques observées. Il y a le problème de la maîtrise de la langue. Il y a le problème évidemment de la transférabilité du capital humain. Une partie des immigrés ont réalisé toute une partie de leurs études et de leur expérience professionnelle à l'étranger. Il y a la problématique de l'incidence du réseau de connaissances dans le fait qu'on puisse trouver un emploi, de recherche d'emploi et trouver un emploi bien rémunéré, et évidemment la discrimination. Donc voilà, il faut faire attention parce que ça s'est passé pour une note de l'INSEE. Évidemment, je vous connais personnellement et vous estime, mais voilà, ce papier tel qu'il m'a été envoyé, j'espère que voilà, il ne faudrait pas qu'il tombe dans de mauvaises mains. Donc, donc, on évalue la contribution, donc ces deux phénomènes. À quoi arrive-t-on ? À deux évaluations. Alors, analyse statique, on regarde aujourd'hui combien les immigrés contribuent et on fait la moyenne. Donc, une contribution nette supérieure à celle des natifs. Pourquoi ? Essentiellement parce que, comme je vous l'ai dit, les immigrés sont plus jeunes. D'accord ? Mais, grâce aux travaux de Xavier Chojnicki, lorsque l'on prend un immigré on suit toute sa vie, là, pareil, on aboutit de moins 8700 pour un immigré à 28 210 pour un actif. Donc là, c'est pareil. On va en reparler tout à l'heure. C'est sujet à un énorme effet, qu'un effet de cohorte, etc., etc. D'accord ? Donc, voilà. Donc, il faut faire attention, je crois. Voilà. Ça semble énorme comme différence. Même moi, je me dis, mince, quand même. Voilà. Donc, ensuite, on part de ces... voilà, et donc on essaye de mesurer, donc, à partir de ces contributions fiscales estimées des immigrés, eh bien là, dans quelle mesure l'immigration peut contribuer à la pérennité des finances publiques, et notamment au financement des protections de retraite. Alors bon, je vais passer sur ce transparent. Pour revenir donc donc, il y a toute une mesure, un modèle d'équilibre général qui est très bien fait. Mais donc, je voulais revenir sur cet effet de cohorte. Évidemment, qu'est-ce qui se passe ici ? On va considérer ici qu'un immigré qui a aujourd'hui 15 ans, dans 40 ans, se comporte comme un immigré qui a 60 ans aujourd'hui. D'accord ? Donc, il est bien évident que ça ne sera pas le cas. Pourquoi ? Parce que déjà, on a quand même une évolution de l'éducation et des mœurs dans les pays d'origine. Les pays en développement, l'éducation s'améliore, donc les immigrés qui vont arriver vont être plus productifs, avoir un capital humain plus transférable. On a aussi un développement des mœurs, par exemple, sur la fécondité, au niveau de la fécondité dans les pays d'origine, du comportement d'offre de travail des femmes. Et on sait également qu'aujourd'hui, les gens arrivent plus jeunes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les immigrés aujourd'hui même les immigrés qui arrivent entre 15 et 25 ans vont avoir effectué une partie de leurs études en France, et puis évidemment, donc ils vont peut-être mieux s'insérer sur le marché du travail, mais
malheureusement quand même pour nos finances publiques, comme ils vont rester plus longtemps, ils vont avoir des droits à la retraite plus importants. Et puis surtout, on a voté un truc très fâcheux qui est la portabilité des droits à la retraite. Donc je plaisante, mais c'est que maintenant, les immigrés, même quand ils rentrent chez eux, ils ont le droit de bénéficier de leurs droits. Donc voilà. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est quand même assez complexe. Hein, ces calculs ne sont pas à prendre à la lettre, et donc je pense qu'il faut quand même prendre le temps d'expliquer ce qu'on dit, hein, puisque voilà. Donc je vais juste finir rapidement. Donc sur les projections, parce que c'est dommage que c'était vraiment des travaux très intéressants par rapport à la problématique. Donc quels seront, juste avant, donc juste pour les principaux effets, donc l'impact des migrations sur les finances publiques de deux types. Comme je l'ai dit, la population immigrée est plus jeune, d'accord, donc ça baisse le ratio de dépendance. Et quel est l'impact de choisir une population immigrée plus qualifiée? Eh bien là, contrairement à ce qu'on peut penser, ce que montre très bien Xavier et Lionel, c'est ambigu. Pourquoi? Parce que, évidemment, quand on est plus qualifié, on gagne plus, donc on cotise plus quand on travaille. Mais le problème, c'est que quand on est plus qualifié, on vit plus longtemps. D'accord? Et donc après, on doit nous payer des retraites pendant plus longtemps, et puis en plus, on fait moins d'enfants. Hein. Donc ça dépend qui, mais en général, c'est comme ça. Donc l'effet n'est pas forcément univoque. Donc voilà. Donc il y a les estimations. C'est dommage que vous les ayez pas détaillées parce que c'était vraiment dans la problématique, hein, qui montrent effectivement que finalement l'impact essentiel de l'immigration passe tout simplement par son impact démographique, hein, qui est que on injecte des jeunes en flux continu. Et que finalement, l'impact de la sélectivité d'immigration, alors, moi je dirais, vous dites que c'est faible, moi je dirais encore à l'heure actuelle qu'on ne sait pas. Voilà, à l'heure actuelle, vu la manière dont c'est... Et donc je finirai juste par une petite citation d'Albert Camus, hein, qui nous dit que vieillir, c'est passer de la passion à la compassion, et donc j'espère qu'au moins... sur la question migratoire, eh bien, le vieillissement démographique nous éclairera en ce sens. Voilà. Merci beaucoup. Alors là aussi, malheureusement, juste quelques questions pour rester à peu près dans notre programme prévisionnel. Les intervenants, peut-être Moub, peut-être juste sur Lionel. le welfare magnet effect, hein, donc l'attraction par la générosité de notre système de protection sociale. Si je reprends ton slide, Manon, c'est des explications à cette surreprésentation que tu donnes. Que je partage, et d'ailleurs qui dans l'ouvrage sont évoqués, en particulier celui de la discrimination sur le marché du travail, c'est le seul, hein, mais on renvoie à des références qu'elle développe. Hein. Mais c'est un fait aussi, enfin, c'est ça, je veux dire. C'est que, voilà. Je trouve que c'est un fait, d'accord, mais je trouve qu'il ne faut pas, voilà, c'est un fait aussi que quand on dit que les secondes générations ont une réussite scolaire inférieure à celle des autochtones, et c'est un fait aussi que quand on explique, c'est pas parce qu'ils sont fils d'immigrés, c'est parce que leurs parents sont moins riches. Voilà, je crois qu'il ne faut pas, et ça a été repris dans la presse et utilisé par des partis politiques qu'on sait. Voilà, donc je crois qu'il faut prendre le temps d'expliquer pour dire que finalement c'est pas une sorte de propension intrinsèque de l'immigré. Non. C'est juste parce que voilà. Non, je suis d'accord avec toi, mais je suis d'accord avec toi, mais on a eu la précaution dans l'ouvrage, parce qu'il y a eu un ouvrage de mentionner, donner la référence, enfin une référence qui traite de ce point de vue-là, parce que malheureusement dans les ouvrages, comme dans ce genre de présentation, si c'est pas les minutes, c'est le nombre de pages qui est limité, et on peut pas justement consacrer 3 ou 4 pages sur chacun des points qui sont évoqués. Hein. Mais je crois qu'il ne faut pas hésiter à le dire aussi, quoi. Enfin, pour ne pas tomber dans la compassion. Alors, 2 questions. Je voulais juste soutenir les 2 personnes, donc vous et vous, madame. Ce qui est évoqué, ce qui est cité, tout le monde le sait. Tout le monde s'en doute. Le fait de le dissimuler est tout à fait contre-productif. Donc je crois que vous avez raison, donc monsieur a raison de signaler ça, et vous avez raison, vous, de dire que ça doit être expliqué. Ce n'est pas de dissimuler la vérité, la réalité, qui va la modifier et qui fera qu'on se portera mieux. Donc il y a un fait, il y a un phénomène, tout le monde le sait,
tout le monde s'en doute, et tout le monde fantasme sur des choses qu'ils imaginent, je crois qu'il faut l'expliquer. C'est mon avis en tout cas. Oui, juste, c'est tiré d'un rapport qui a été fait par les économistes de l'île 2, et sur ce point, il y a, Xavier, mais il y a 10 ou 15 pages d'explications. Hein, donc, mais, voilà, quand vous intervisez... Jean-Pierre Schaeffer. Non, mais j'ai pas du tout dit. Moi-même, je fais des travaux quantifiés sur l'immigration. Juste, je dis, voilà, il faut pas non plus tomber dans l'écueil inverse et donner comme ça des chiffres et voilà, et les sortir du contexte, surtout sur cette question-là. Voilà. Jean-Pierre Schaeffer, Caisse des dépôts. Vous avez montré très vite un sujet qui serait intéressant à creuser, qui est la diversité culturelle des émigrations dans un pays donné. Ce serait peut-être intéressant de savoir s'il y a des travaux qui compareraient les pays qui ont un spectre très large, c'est-à-dire les pays qui, soit, mettons, Australie ou États-Unis, qui ont une tradition, on va dire, mondiale d'immigration, des pays qui n'ont pas eu d'aire culturelle spécifique, je pense à la Scandinavie, qui là aussi a peut-être un spectre assez large, mais je l'ignore, d'immigration, par rapport aux pays, je pense, comme peut-être l'Allemagne à un certain titre et la France ou la Grande-Bretagne, qui par ailleurs a une aire culturelle, toutes choses égales par ailleurs. Est-ce que ça nous aide? Est-ce que c'est un atout? Est-ce que c'est un handicap? Donc la comparaison entre les aires culturelles très larges et les aires culturelles un peu spécifiques, je pense, bon, il y a 56 pays au Commonwealth ou 52 pays francophones, ça serait intéressant de savoir s'il y a une différence, mettons, entre Scandinavie et des pays comme nous avec notre aire culturelle. Est-ce que c'est un atout? Au contraire, est-ce que ça nous prive de certaines autres aires que nous ignorons peut-être moins? Le travail que je mentionnais là à l'instant, c'est un travail récent, mais qui est encore pas publié, donc il faut vraiment être très prudent, qui compare les pays en fonction de la diversité des migrants et qui ramène ça ensuite à toute une série de variables, en contrôlant évidemment toute une série d'autres variables, et qui montre des choses effectivement assez différentes entre les pays qui dépendent des effets de réseau culturel habituels et des pays plus jeunes en termes d'immigration, des nouveaux pays d'immigration, et pour lesquels les taux de diversification sont plus élevés. Cela dit, l'étude en question, un peu par les mêmes précautions que Manon a prises concernant les travaux qui sont menés sur ces questions, ça reste fragile. Il y a quand même des travaux qui le montrent. Merci beaucoup.